C'est un paradoxe assez frappant. Moi, je suis pour la liberté d'expression tout court. Et donc, ma foi, vous pouvez bien... Si on devait mesurer le nombre de bêtises dites à la minute, je ne suis pas sûr que ce soit ici qu'on dise le plus de bêtises, hein, pour dire la vérité. Donc, c'est plutôt une des télévisions à qui j'ai dit que je ne voulais plus leur parler. Alors, le débit de bêtises à la minute, il est considérable. Donc, il ne faut pas trop essayer de contrôler la connaissance et l'expression, parce que c'est malsain. Parce que la vie scientifique, la vie politique est comme ça, donc je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont trop immergés dans la politique ne comprennent pas que le débat est la source de toute la connaissance. Donc c'est comme ça. Et il n'y a pas de cas dans lequel les mécanismes de connaissance ne se soient pas heurtés au pouvoir en place qui pense avoir le monopole du dire. C'est-à-dire le monopole de celui qui dit, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la société évolue dans tous les sens. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de la Reine Rouge, je leur explique. Cette théorie de la Reine Rouge, c'est Van Valen qui avait expliqué ça dans l'Évolution en disant que c'est comme la Reine Rouge qu'on voit dans Alice de l'autre côté du miroir, où Alice court à côté de la Reine, et le paysage ne change pas autour. Et donc, la reine lui dit, Alice dit, mais comment ça se fait qu'on court aussi vite et qu'on n'arrive pas à avancer? Et la reine lui dit, mais parce qu'il faut courir tout ce qu'on peut pour simplement rester à la même place. Et donc, il y a toujours, dans la Reine Rouge, toujours un système qui se met en place pour empêcher le mécanisme qui essaie de prendre le pouvoir sur le système. Et donc, nous, on l'a vu, nous, on l'a beaucoup... utilisé. C'est une des raisons pour lesquelles je ne me sens pas obligé de communiquer par d'autres médias, parce que sur notre chaîne, on a eu 120 millions de vues sur simplement les émissions du mardi sur On a le droit d'être intelligent, auxquelles tout le monde a accès. Donc je ne vois pas pourquoi j'en ferai plus. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il existe donc des voies alternatives à l'information qui fait que personne n'a l'exclusivité du dire. Et bien entendu, c'est une assez bonne nouvelle. En plus, ce que je dis quand je le dis dans mon bureau, c'est une parole que je contrôle. Je ne me fais pas piéger par des journalistes qui font les malins en essayant de me faire dire des bêtises, en essayant de me faire répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'est mon métier. Je ne suis pas une vedette, je ne suis pas un homme politique. Ce que je fais, c'est je pense qu'il est important de transmettre ce que je connais parce que j'ai une expérience et des moyens qui sont tellement hors du commun que je considérerais que je ne joue pas mon rôle en ne diffusant pas la connaissance à laquelle j'ai accès. Donc je le fais, mais je ne joue pas au plus malin, avec des gens d'ailleurs dont je regrette de dire que mon orgueil me laisse penser que je ne suis pas moins malin qu'eux. Voilà. Donc ça ne m'amuse pas. Voilà. Donc si ça amuse les gens de jouer à ça, c'est leur problème. Moi, ça ne m'amuse pas, donc je ne vois pas pourquoi je le ferais. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas de problème d'expression. Et qui plus est, tout ce que je dis, je l'écris. Et ensuite, quelques mois après, ça sort, c'est un verbatim, ça veut dire mot à mot, tout ce que j'ai dit. Donc on peut toujours essayer de me faire dire n'importe quoi, de faire un grand titre en disant l'inverse de ce que j'ai dit. Ça m'est égal. Moi, je sais ce que j'ai dit, je le transcris, je le mets par écrit, et après, ça reste, pour le temps que resteront les livres, probablement un peu plus longtemps que les émissions de télévision. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, vous voyez, ce que je voulais vous dire, ça tient en une diapositive. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que l'on a fait ici? Nous pensions, je pense toujours, que la manière de faire la recherche en maladies infectieuses, c'est de la faire avec les malades au milieu. Ouais. Un des problèmes qu'il y a eu dans ce pays, c'est que l'INSERM, sous une impulsion très politique, est sorti des hôpitaux parce qu'il voulait se débarrasser des mandarins. Moi, je suis une quintessence de mandarin. Et donc, en sortant des hôpitaux et en sortant de l'organisation médicale, l'INSERM est sorti de la médecine tout court. Et donc, en réalité, l'INSERM a fait la même chose que ce que fait le CNRS à 90%. Et donc, le vivier des sachants, qui sont à la fois médecins, praticiens et chercheurs, est quelque chose
qui a disparu, en particulier en maladie infectieuse, mais pas qu'en maladie infectieuse. Et tout ça s'est mis en association. C'est pour ça, l'histoire, vous savez, c'est très important, parce que ça permet de ne pas être paranoïaque. Quand vous voyez que les choses qui vous arrivent sont arrivées des dizaines de fois, vous savez, vous vous rendez bien compte que c'est pas vous, c'est une évolution de l'histoire, c'est structurel, voilà. Eh bien, en 81, malheureusement, effectivement, le directeur de l'INSERM, par ce que je pense être une erreur de casting, avait une rage anti-médicale. Il était contre la médecine, c'est un polytechnicien, ça arrive. Tous les polytechniciens ne sont pas contre la médecine, hein. Mais la première chose qu'il ait faite, c'est virer les 4 stars médicales du pays. Le seul prix Nobel en activité, qui était de gauche pourtant, hein, donc ce n'était pas une question de gauche ou de droite, hein, c'est une question de gloire insupportable. Ouais, donc Lazare, c'était personne scientifiquement. Donc de dire je vais virer Jean Dossé, le type qui a inventé le système HLA, c'est quel bonheur ouais, de médiocre, terrible. Il a viré Maté, qui a inventé l'immunothérapie du cancer qu'on est en train de redécouvrir, qui a inventé le traitement du cancer de la vessie qu'on utilise toujours maintenant. Quelle gloire d'avoir viré ce type. Il a viré Minkowski. Donc c'est arrivé ces choses. Alors le prétexte utilisé, c'est quand même l'un des plus bêtes du monde, c'était on n'a pas le droit de diriger une unité de recherche plus de 12 ans. Alors plus de 12 ans, oui, alors pourquoi pas 11, 14, 12 ans. 12 ans, c'est comme ça, c'est rituel. C'est comme les mois de l'année, c'est la direction lunaire, vous voyez. C'est le rythme lunaire, c'est 12 ans. Donc c'est tellement fou. Moi, j'ai raconté cette histoire à des dizaines de gens dans le monde. Hein. Personne ne peut croire qu'on vire un prix Nobel en activité parce qu'il a dirigé son unité pendant 12 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. Donc c'est pas la première fois, ces trucs. Hein. Ça arrive, c'est comme ça. Au bout d'un moment, je vais vous dire un secret. Voilà. La ministre de la Recherche, qui a passé une thèse de sciences, qui est devenue professeure, qui est devenue présidente d'université, elle a une épreuve de titre qui ne lui aurait pas permis de passer une thèse ici. Vous pouvez regarder sur PubMed. Chez moi, elle n'aurait pas passé une thèse. D'accord ? Donc vous comprenez qu'elle ne peut pas m'aimer quand même. Sinon, vous ne comprenez rien aux humains. Donc vous donnez à quelqu'un un pouvoir de cette nature-là, et c'est un pouvoir d'exprimer son incompréhension ou sa jalousie ou le fait que ça n'a aucune importance d'être un grand scientifique. Finalement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'obéir. Bon, et puis chacun de nous a plus ou moins des qualités et des défauts. Moi, je n'ai pas tellement cette qualité-là d'obéir. Donc, la première question qui s'est posée ici, et donc moi j'ai voulu reconstituer en réalité ce qui était l'Institut Pasteur il y a 60 ans. C'était comme ça. Il y avait les malades, il y avait le diagnostic, il y avait la valorisation, il y avait de la recherche fondamentale. On mêlait tout ça. Et donc, moi, j'étais un grand admirateur de ça. Il se trouve que je suis né au Sénégal et que juste en face de l'endroit, dans une unité de recherche que mon père avait faite, et juste en face, il y avait l'Institut Pasteur de Dakar et le CHU de Dakar. Et donc, ça m'a marqué. C'est une chose. Et de l'autre côté, il y avait la plage. Je pense toujours que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Si on veut faire de la recherche médicale, il faut être avec le soin. Voilà. Pas que les médecins, il faut qu'il y ait les infirmières, il faut qu'il y ait les kinésithérapeutes. Et on a un retard considérable de ce point de vue-là en France. Donc la première chose, pour faire du diagnostic en maladie infectieuse, pour s'intéresser aux maladies infectieuses, c'est de faire du diagnostic. Alors, quand on est arrivé en France, c'est pour ça que c'est très intéressant. Tout ça est une question de pouvoir, de gens qui croient avoir le pouvoir. Quand on est arrivé en France, on nous a dit il n'y a que l'Institut Pasteur et que le centre de référence de Lyon qui ont le droit de faire le diagnostic. Donc vous n'avez pas le droit de faire le diagnostic. On est un monstre ici, le diagnostic. Nous, on faisait déjà 300 000 PCR par an. Et pour faire croire ça, il faut vraiment tomber sur un nœud. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ça à un politique que la PCR, c'est tellement spécifique qu'il n'y a que 2 laboratoires qui peuvent le faire. N'importe quel laboratoire, c'est rien, on prend une amorce. Du moment que c'est publié, que le génome est publié, on peut le faire. Et qui plus est, là, c'est pas... Alors, les gens ont fait croire que c'était l'Institut Pasteur qui avait fait la première séquence et la première PCR. Bien sûr, la première séquence, c'est les Chinois qui l'ont fait. La première PCR, c'est les Allemands. Donc nous, on a pris ce qui avait été publié par les Allemands, et puis on a commencé à faire de la PCR. Et d'ailleurs, la première fois où on a vraiment eu besoin de faire des PCR, c'est le rapatriement des Français de Wuhan. Et ils n'ont pas pu les faire débarquer ailleurs qu'à Marseille, parce que personne ne pouvait faire dans les 24 heures 300 PCR. Personne ne savait faire ça. Donc il y a eu, depuis le départ, c'est mon territoire.
Donc la question, c'est une vraie question, c'est est-ce que c'est une question de territoire? Est-ce qu'une question de service? Est-ce qu'une question d'efficacité? Mais dans un pays qui est aussi centralisé, on distribue les rôles en disant, voilà, c'est eux qui doivent faire ça. Et donc nous, au début, ils nous ont dit, voilà, à la fin, faites les PCR, mais quand vous avez un positif, faites-le contrôler quand même par le Centre national de référence. Franchement, il faut me raconter un truc pareil. Il faut vraiment l'entendre. Mais du coup, on a commencé à faire du diagnostic. Et puis, quand la maladie est arrivée ici, bien entendu, on a fait du diagnostic à haut débit parce que, je vais vous dire, si vous associez deux non-sachants, ce qui se passe et ce qui s'est passé à Paris, ce qui a beaucoup irrité le directeur de la PHM, que je répète, c'est que le premier malade qui était... quand vous mettez un système, un goulot d'étranglement dans lequel vous pouvez faire de la PCR que dans 2 endroits, et vous pouvez pas en faire beaucoup, parce que ici c'est une machine de guerre, donc les gens travaillent, et puis c'est l'hôpital, donc les gens travaillent jour et nuit, il y en a tout le temps, et donc si ça arrive à 8 heures du soir, il y a toujours des gens qui travaillent quand même. Hein. Mais si vous mettez ça dans un institut de recherche, je m'excuse, je ne vais pas vous faire de la peine, mais à partir de 6 heures du soir, il n'y a plus personne, hein. Vous ne faites plus les examens la nuit. Hein. Ici, ça marche tout le temps. Nous, quand ils sont arrivés du Herne, on les a fait dans la nuit, on les a rendus à 11h30, les résultats. D'accord? Du soir. Donc vous êtes dans un goulot d'étranglement, vous pouvez en faire 30 à 40 par jour au début avec votre équipement, parce que vous n'avez pas des équipements de haut débit comme on a dans les CHU. Et donc vous êtes obligé de limiter la demande. Et donc limiter la demande, au début à Paris, c'est seulement les Chinois qui avaient de la fièvre, qui toussaient et qui venaient de Wuhan. Alors que le premier Chinois qui va aux urgences à Paris, il ne venait pas de Wuhan. Alors il ne toussait pas, il avait de la fièvre, il ne tousse pas beaucoup tous, hein. Il avait de la fièvre, mais il venait de la région du Hubei, pas de Wuhan même. Donc il le renvoyait chez lui parce que ce n'était pas les critères. Non, mais vous vous rendez compte d'une bande de dingues. Alors il est revenu après, il a fini par mourir, après avoir reçu en expérimentation du remdesivir, parce que tant qu'à faire, autant qu'il serve à quelque chose. Donc c'est quand même, vous avez, dans les débuts, vous avez tout ce qui va se passer. C'est assez intéressant quand même. Donc, nous, on a dit qu'il ne fallait pas faire ça, et donc on a commencé à faire des PCR. Les gens nous ont dit, mais on ne pourra jamais les faire. Mais nous, on n'a jamais été en panne, on s'est débrouillé, parce que si vous attendez que tout soit géré au niveau national pour un pays qui a 66 ou 67 millions d'habitants, ça ne marche jamais. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine autonomie pour s'arranger. Nous, eh bien, pour avoir les masques, pour avoir les gants, pour avoir très bien, il y a des gens qui nous ont demandé comment on peut vous aider. C'est pas que je vais pas le cacher, c'est Alain Arnaud qui m'a fait appeler en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans cette situation. Je lui ai dit j'ai besoin de gants, je voudrais 10 000 gants. Il m'a fait venir 10 000 gants de Chine et puis après je lui ai dit j'ai besoin de blouses. On les a distribués, c'est nous qui les avons distribués à l'assistance publique. L'État était incapable d'avoir des gants, était incapable d'avoir des blouses. Les masques c'est la CMA, CGM et Corsica Linea qui nous les ont donnés parce qu'on les avait pas. Et donc c'est ça la crise, puisque l'État n'est pas prêt, c'est de trouver des solutions. Une fois qu'on connaît les objectifs, de trouver les solutions, c'est les humains qui doivent le faire. On ne doit pas tous attendre que Santé publique France nous règle le problème de savoir comment on traite les malades. C'est pas comme ça. Voilà. C'est une vision de la médecine qui est la médecine comme un jeu vidéo. Et moi j'ai cette impression depuis le départ. On a l'impression que ces gens jouent à des jeux vidéo. C'est pas des vrais malades qu'ils ont. C'est des individus, vous voyez. Donc, même quand on parle de mort, ils disent « Ah, il y a un mort, il y a un mort ». Il y a un moment, il y avait notre directeur général de la santé qui annonçait tous les jours « Il y a un mort, il y a un mort, il y a un mort ». En réalité, nous, quand on a regardé, nous et les autres, hein, vous savez, la moitié des gens qui sont morts de cette maladie sont morts en EHPAD parce qu'on ne s'est pas concentré sur la vérité médicale, qui est qu'il y a des gens qui étaient plus fragiles et vulnérables. 50% en 2020, des gens qui sont morts en EHPAD. Plus de 50% des gens avaient plus de 85 ans. Donc c'était eux la cible. Pas pour faire des miracles, mais s'ils peuvent gagner 2-3 ans de vie, tant mieux. Mais globalement, quand on a regardé la perte d'espérance de vie, vous pouvez le regarder, d'ailleurs maintenant, n'importe qui peut regarder l'INSEE. En réalité, en 2021, on a rattrapé l'espérance de vie qu'on avait en 2018. Hein. Donc, ce creux qu'il y a eu au départ, essentiellement, c'est la région parisienne et le Grand Est dans lequel la gestion, le management a été un énorme problème. Et les décisions ont été suivies. On n'a pas obéi, on a fait les tests. Voilà. Et donc ça a surpris tout le monde, on a fait les tests. Et on a fait les tests parce qu'on pouvait les faire, parce qu'on les a demandés. Il y a des gens qui nous ont contactés, les vétérinaires nous ont dit si vous voulez, on vous donne de quoi faire 30 000. On vous donne de quoi faire 30 000 tests. Très bien, on a pris les réactifs, on les a fait.
On a fait nous-mêmes ensuite, on a une certaine autonomie, on a fait nous-mêmes les amorces qui étaient nécessaires pour le faire, et donc on l'a fait. Voilà. Et donc on en est maintenant, si vous regardez, vous voyez, on en est à 1 million de... On en est à 1 million... On en est à 1 million de... On en est à 1 million de tests réalisés ici sur place. D'accord ? On l'a fait. Donc vous voyez qu'on pouvait les faire. Il y a 500 000 personnes qui ont été testées. Il y en a eu 77 000 qui étaient positifs. On fait beaucoup de sérologie actuellement. Au début, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser, moi ça me gêne pas du tout hein, de sous-estimer ou de ne pas voir immédiatement l'intérêt de quelque chose. On fait beaucoup plus de sérologie maintenant parce que d'abord on a des sérologies qui nous permettent de faire la différence entre les vaccinés et les infectés, ce qui est très intéressant. Et d'autre part, on est en train de travailler sur les anticorps facilitants, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation du nombre de cas. C'est très bien, il y a d'autres papiers qui rapportent ça. Dans les 15 jours qui suivent les vaccinations, il y a une augmentation du nombre de cas. Maintenant, beaucoup de gens le voient avec Omicron, mais on le voyait avant. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est étrange. Et pendant longtemps, ça n'a pas été vu, parce que je ne sais pas si c'est de la malice ou non, j'en sais rien. Je manque de malice. Moi, je suis pas... Je veux bien qu'on m'appelle complotiste, mais je suis pas, spontanément, je ne suis pas très méfiant. Ce n'est pas nature, parce que je me dis je me sortirai toujours. Donc, je manque de méfiance naturelle. Et donc, c'est exclu de tous les travaux que vous verrez publiés jusqu'à un passé récent. On exclut ce qui se passe dans les 15 jours suivants. Donc, vous ne pouvez pas les voir. Donc, c'est exclu de tous les travaux. Tout ce qui a été publié sur la vaccination, les infections dans les 15 jours qui suivent la vaccination, ça n'existe pas. Donc, c'est à partir du moment où vous enlevez ça, tous les travaux publiés, hein, donc c'est extraordinaire. Si vous enlevez ça, bien entendu, vous ne pouvez pas le voir. Donc, en pratique, il faut le regarder, et puis après, vous pouvez dire, écoutez, je l'interprète de telle manière, c'est parce que les gens n'ont pas encore d'immunité, ou j'ai pas... Mais peu importe, vous ne pouvez pas ne pas vouloir regarder les données. Il n'y a pas de pire aveugle qui ne veut voir. Hein. Donc, on fait beaucoup de sérologie actuellement pour comprendre cet aspect-là, avec des éléments de réflexion qu'on a eu avec Jacques Fantini sur qu'est-ce que pourraient être les zones. Le phénomène des anticorps facilitants est un phénomène banal. Donc je suis désolé, mais la plupart du temps, on est obligé de s'adresser à des gens qui vous posent des questions en étant des pseudo-sachants, qui ont une ignorance crasse. Ils savent rien du tout. Je vais leur parler d'anticorps facilitants, ils n'en ont jamais entendu parler. Moi, je peux vous dire qu'il y avait un des conseillers de Sanofi qui m'a demandé mon avis. Je lui ai répondu parce que je pensais que je lui devais quelque chose. Donc, je n'ai pas été payé par ça. Il m'a fait une interview par téléphone en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination contre la dengue ?» Je lui ai dit « Moi, à mon avis, vous allez avoir des problèmes terribles avec la vaccination contre la dengue pour 2 raisons. Il y a beaucoup de mutants dans la dengue. Et donc, à chaque fois, en réalité, les épidémies de dengue sont des épidémies qui sont faites avec des variants différents, parce que c'est des virus ARN, hein, comme celui-là. Et deuxièmement, moi j'en ai vu des malades de la dengue, j'ai fait mon service militaire à Tahiti. Et donc les gosses qui avaient déjà fait une dengue, quand ils faisaient une deuxième dengue, ils faisaient un syndrome hémorragique avec des plaquettes à moins de 30 000. C'était gravissime. Et donc, avoir déjà une dengue, non seulement ça ne vous protégeait pas, mais au contraire, ça vous surexposait. Moi j'ai expliqué ça hein, aux gens à celui qui était le conseiller médical de Sanofi à ce moment-là. Peu importe, ils l'ont vendu, ils ont eu une catastrophe aux Philippines, continuent à les poursuivre, et maintenant ils disent, écoutez, il faut faire le vaccin qu'à des gens qui sont déjà immunisés, parce que sinon, si la première immunisation c'est le vaccin, en réalité, ce qu'ils voient, la deuxième infection est plus grave que ce qu'elle serait sans vaccin. D'accord ? Donc c'est compliqué. La question, c'est une question d'imbécile de savoir si on est pour ou contre les vaccins. Ça n'a pas de sens. La question, c'est est-ce qu'on a le droit d'être intelligent ? C'est une vraie question. Et là, on voit bien que c'est un peu compliqué. Hein, quand même. On voit que de dire, écoutez, non, mais si vous faites le vaccin contre la dengue à quelqu'un qui a déjà eu la dengue, mais ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que vous mesuriez les anticorps avant. C'est plus compliqué que de dire on vaccine tout le monde et puis c'est très bien et c'est très bon pour vous. Donc, il y a des vrais problèmes. Par exemple, un des virus sur lequel il y a vraiment un énorme besoin de vaccins depuis des années, si ça existait, hein, c'est le virus respiratoire syncytial. Eh bien, c'est pareil, il y a des essais qui ont été faits dans lesquels les gens se sont retrouvés avec des formes plus graves quand ils avaient été vaccinés que quand ils n'avaient pas été vaccinés. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît, celui des anticorps facilitants. Ça existe, c'est une chose, et donc, ça aurait dû faire partie d'une réflexion de, faisons attention à ce qu'il n'y ait pas d'anticorps facilitants.
Nous, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille, qui est vraie ou pas vraie, on verra bien. Cette hypothèse, c'est que ça diminue le besoin, la taille de l'inoculum, le nombre de virus qui sont susceptibles de vous rendre malade. Les anticorps facilitants, c'est leur rôle. C'est possible qu'il y ait un rôle de l'aggravation. Il y a des gens qui commencent à dire ça. Mais c'est possible. Pour nous, ce qu'on a vu, c'est la meilleure explication qu'on ait trouvée pour expliquer effectivement ces formes ultra précoces après vaccination d'infection. Donc quand il y a beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de virus qui circulent, si vous faites ce vaccin, vous avez un risque effectivement d'avoir des anticorps facilitants. Alors c'est très complexe. On sait que c'est plus important. On le savait parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose, parce que chez les gens qui ont des formes graves et prolongées, on a une association d'anticorps élevés et de virus persistants. Donc on voit bien que c'est pas simple. On est bien obligé de réfléchir quand même. Et en particulier chez les obèses, qui représentent un mystère pour comprendre pourquoi il y a une telle gravité chez les sujets obèses. C'est mystérieux. Peut-être qu'on ne l'avait pas mesuré de manière aussi claire avant, mais réellement, c'est le deuxième facteur de risque avec l'âge. Enfin, peu importe. Du coup, Bernard Lascola a isolé plus de 6000 souches. C'est unique, ça. Puis je vais vous raconter ça parce que j'aime la bêtise. Quand je m'en rends compte, j'adore ça parce que c'est beau. La plupart des endroits en France n'ont pas réussi à faire d'isolat. Et il y a même des gens qui disent non, mais ils trichent, c'est le même virus qu'ils ont mis 6000 fois. Il y a des gens qui disent ça, là. Vous savez qu'on a régulièrement, nous, des inspections. L'inspection de la santé, l'inspection du ministère. Tous les 2 ans, on a une. Hein. Donc c'est bien, on est familier avec ça. Et puis du coup, on fait très attention. Parce que comme on sait que tous les 2 ans, ils vont essayer de nous dézinguer, on garde toutes les données, tous les trucs. Et là, alors ça s'est accéléré depuis 5 ans. Je reconnais que c'est assez coquet. Mais donc je sais que dans cette commission, il y a des gens qui leur ont dit non, c'est pas vrai qu'ils ont autant de virus. Vous savez pourquoi on a plus de virus que tous les autres au monde? Personne n'a une collection comme ça. Vous savez pourquoi? Personne ne sait pas. C'est parce qu'on demande qu'on ne... D'abord, on est sur place, et d'autre part, on demande qu'on ne tue pas les virus avant de nous les envoyer. Tandis que, et en grande partie, partout en France, ils tuent les virus avant de les envoyer pour les cultiver. Et donc, ça, c'est une mauvaise idée. On apprend ça quand on est tout petit. C'est idiot. Donc, on dit, nous, envoyez-nous les prélèvements, après les avoir, ça s'appelle inactiver. Donc, ils reçoivent des prélèvements inactivés, et donc, leur capacité à cultiver des virus morts est pas très bonne. D'accord? Des fois, les choses ont des explications assez simples. Vous voyez, moi, je dis des bêtises. C'est pour ça que des choses simples. C'est pour ça que il faut laisser un espace pour raconter vraiment ce qui se passe, parce que c'est intéressant. Ensuite, ça m'amuse quand les gens nous disent, écoutez, c'est la vraie science. Nous, dans l'ensemble de l'IHU, pas que les gens de l'équipe centrale de l'IHU, depuis le début sur le Covid, on a publié 448 publications internationales. Vous regardez sur PubMed. Hein, c'est moi, à titre personnel, parce que je suis dans plusieurs équipes, je suis celui qui a de très loin le plus publié en France, à peu près 2 fois le deuxième. Donc, quand on me dit, vous savez, les scientifiques disent ça, il ne faut pas tout confondre. On n'est pas tous, on ne joue pas. C'est comme les Jeux Olympiques, ça, on ne joue pas tous dans la même catégorie. Hein. Donc, dedans, on ne fait pas tous le même métier, quand même. Et donc, quand les journalistes nous disent, mais alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord entre scientifiques? Il y a des gens qui disent, je sais pas, il y a un néphrologue qui s'excite beaucoup sur la télévision. Écoutez, honnêtement, je ne sais pas en quoi il est scientifique, mais en tout cas pas en virologie, parce que je n'ai pas vu qu'il avait publié de virologie. Hein. Donc tout ça, il y a une part de ça qui n'est pas très sérieuse. Et je vous l'ai dit, ce qui s'est passé, en tout cas c'est mon interprétation, c'est que dans les maladies infectieuses, comme très peu de gens, les maladies infectieuses ont tenu en France tant qu'il y avait la coopération et que les gens allaient en Afrique voir les maladies infectieuses, les épidémies, et qu'ils avaient cette expérience. Quand ceci a disparu, l'INSERM n'est plus dans les hôpitaux. La seule chose qui restait dans les hôpitaux, c'est l'industrie pharmaceutique. Et donc la plupart de la recherche qui s'est faite, de la recherche médicale qui s'est faite, le plus grand nombre de publications qui se sont faites dans des études qui sont multicentriques, volontiers internationales. Mais quand vous avez 50 personnes dont chacun rapporte 3 patients, vous savez, ils croient que c'est de la recherche parce qu'ils ont fait un papier dans le Lancet ou le New England, mais ce n'est pas de la recherche, hein, c'est de la fourniture de matériel publiable. Donc celui qui l'écrit, généralement, c'est ce qu'on appelle les ghost writers, c'est-à-dire les gens qui écrivent pour l'industrie pharmaceutique. Il n'y a qu'eux qui voient l'ensemble des données. Hein. Et vous créez comme ça un vivier de gens qui ne connaissent que ça,
qui vivent dans un écosystème dans lequel on mange, on se tutoie, peut-être on fait plus même, avec les gens qui travaillent pour le monde de l'industrie. Et donc, le jour où vous avez besoin de sachants, vous ne les avez pas. C'est pas compliqué. Donc, si on ne restaure pas un vivier de connaissances, et que la connaissance et la formation des médecins dans la recherche n'est plus basée que sur les relations avec l'industrie, eh bien, vous aurez quelque chose. Et ne vous faites pas d'illusions. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple terrible, parce que c'est celui qui a rapporté le plus d'argent. Donc ça m'intéresse beaucoup. En plus, beaucoup de gens qui se sont retrouvés être les scientifiques en charge de cette équipe, les scientifiques entre guillemets, hein, de cette épidémie, ont tous eu cette formation. C'est extraordinairement intéressant. Ce qui a rapporté le plus d'argent, c'est la recherche sur la prise en charge du sida et de l'hépatite C, pour lequel on a commencé à raconter cette fable des grands essais randomisés, multicentriques, mondiaux, etc. Moi, vous savez, on doit faire, je sais pas, entre 50 000 et 100 000 tests pour HIV et pour l'hépatite C. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire du tout d'études randomisées pour savoir si ça marche. Hein. Vous regardez s'il y a encore le virus ou s'il n'y est pas. S'il n'y a plus le virus, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'avoir un seul patient qui rentre dans un groupe randomisé. C'est pas vrai. C'est juste que, en réalité, les essais randomisés ou les essais thérapeutiques, c'est du marketing. Et que donc vous accoutumez, vous amenez les gens à avoir une accoutumance et une habitude à prescrire des médicaments. Et quand ils ont prescrit ces médicaments, si vous prescrivez ces médicaments avec ce prix, c'est génial. Je vais vous donner un exemple pour l'hépatite C qui est beau, c'est beau comme le théâtre antique. C'est la durée du traitement des infections par le virus de l'hépatite C. Si vous êtes raisonnable, enfin, raisonnable de mon côté, hein, vous dites, écoutez, on va donner le médicament, on va voir si le virus disparaît. On va voir en combien de temps il disparaît, puis on va se laisser 15 jours après qu'il ait disparu, on arrête et on regarde ce qui se passe. Si ça revient, on le retraitera. Donc on va déterminer par patient quelle est la durée de traitement. On ne fait pas ça. On fait des études randomisées pour un traitement qui va durer extrêmement longtemps. Personne n'aura les données pour dire « Attendez, est-ce qu'on peut traiter ?» C'est ce qu'on fait maintenant, on traite la moitié du temps qui était prescrit par... C'est Gilead, hein, c'est la moitié du temps qui était prescrit par Gilead, que personne ne pouvait remettre en cause, parce que l'autorisation de mise sur le marché a été faite grâce à des essais randomisés qui ont prévu de faire telle durée du traitement. Et vous ne pouvez pas revenir dessus, sinon vous êtes un mauvais docteur. Mais quand vous regardez sur quoi c'est basé, pas du tout basé sur la science. C'est comme si on ne pouvait pas mesurer l'efficacité d'un traitement antiviral dans une maladie virale chronique, dans il y a le truc dans le sang. Oui. Et donc c'est très extraordinairement intéressant parce que dans les maladies infectieuses, l'efficacité thérapeutique a été déterminée par une idéologie simplement de prescription faite par l'industrie pharmaceutique, dans laquelle, de toute manière, les médecins et les chercheurs sont totalement désarmés, puisqu'ils n'ont pas accès même au protocole thérapeutique. Et donc, si vous dites, voilà, les chercheurs, maintenant, ce que vous appelez les chercheurs, c'est les gens qui ont inclus des malades pour leur donner une thérapeutique dont le protocole avait été fait par l'industrie pharmaceutique, la molécule avait été faite par l'industrie pharmaceutique, et l'analyse de vos données, sur lequel vous n'avez plus de maîtrise, a été faite par l'industrie pharmaceutique. Je sais pas, vous appelez ça de la recherche, mais moi non. Hein, je pense que d'ailleurs, c'est en train un peu de diminuer parce qu'il y a beaucoup de journaux qui demandent qu'il n'y ait pas plus de 20 auteurs, parce que vous finissez avec des trucs qui ont 50 auteurs, parce que tous les prescripteurs ou tous les leaders d'opinion, qui sont la grande cible, eh bien, ont participé en mettant 3 ou 5, et puis ils ont été invités à un congrès, généralement dans une ville assez plaisante, dans un hôtel de haute catégorie, et donc c'est les avantages en nature de ce métier. Donc il faut regarder, c'est extrêmement intéressant, donc comment les essais thérapeutiques ont remplacé, gérés par les autres, ont remplacé la recherche médicale. C'est un point qui est... Vous comprenez qu'il y a des gens que ça irrite. Ensuite, ça c'est les patients que nous avons suivis, vous voyez, les patients suivis en hôpital de jour, je crois que vous avez prévu que je n'ai rien dans l'organisation de ce congrès, hein, je vous assure, j'ai choisi personne, j'ai fait un peu ce qu'il voulait, parce que j'ai l'habitude de laisser les gens, y compris autour de moi, être libres de leurs opportunités. Donc vous voyez, 31 000 en hôpital de jour, 4 600 hospitalisés, hein, quelques-uns sont passés de l'un à l'autre. En tout, on a eu, je crois, 450 morts ici, dont la moitié avait plus de 84 ans. C'est ce qu'on a eu ici. Hein.
Et bien entendu, ça compte les gens qui sont passés en réanimation. Parce qu'il y en a qui sont aggravés, qui sont passés en réanimation. Et au fur et à mesure, et c'est dépendant en partie du variant. Au début, on a fait énormément de CG parce qu'il est sorti une folie dont je ne sais pas comment notre société peut supporter ce truc du Lancet Gate. Je ne sais pas. Vous voyez que nous, ils n'ont pas arrêté de nous embêter. Ne faites pas de randomiser. Le truc du Lancet, c'est pas randomisé du tout. On ne sait même pas d'où il vient. C'est du big data qui a été transféré. Le type, on ne sait pas ce qu'ils ont manipulé. À la fin, ils vous racontent qu'un médicament... Il y a une année où la chloroquine a été prescrite à 1 milliard de fois. Parce que vous voyez, médicaments comme ça, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc, dans tous les pays tropicaux, plus tous les gens qui avaient des maladies inflammatoires. Donc, il y a une année, je ne me rappelle plus, c'est 2006 ou 2007, 1 milliard de gens. Et d'un coup, on découvre que ce truc tue 10% des gens. Donc, cette année-là, il y aurait eu 100 millions de morts. Ça se voit, 100 millions de morts, je vous promets. Donc, 10% de morts, c'est juste un truc incroyable. Et dans le Lancet, je le sais, parce que je reviewais un papier en même temps. Il y avait un papier qui était proposé en même temps, avec des gens qui étaient le regroupement de tous les rhumatologues. Alors ça a été publié ultérieurement, j'ai râlé, je l'ai dit publiquement. J'ai écrit au Lancet en disant, mais comment vous pouvez publier ça alors qu'en même temps vous aviez un papier qui rapportait 1 million de traitements par la chloroquine, par l'hydroxychloroquine, sans augmentation du tout de la mortalité par accident cardiaque. Comment c'est possible? En comparant dans toutes les maladies, les polyarthrites rhumatoïdes, dans lesquelles c'est un des traitements de référence. Maintenant, je vous assure que ça ira mieux parce qu'on va mettre du tocilumab qui coûte 20 fois plus cher. Donc, il y aura moins de suspicion d'accident. Mais en attendant, ils avaient les deux papiers et ils ont publié un papier dans lequel ils disent qu'il y a 10% de morts et un papier sur lequel il y a 1 million de cas. Il y a les deux papiers, la même rédaction, quand même. Et donc, que ça n'interpelle pas les uns et les autres en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Est-ce qu'on va poursuivre ces gens? Est-ce que ça a mis une épidémie dans le monde entier ça a bloqué les deux essais qui étaient en cours en France. Et alors que ces essais montraient une diminution de 30 à 50% de la mortalité, le nombre de patients que vous devez inclure pour montrer que c'est significatif n'a jamais été atteint parce que ça a été arrêté à partir du moment où le papier dans le Lancet est sorti. Et rien n'y a fait. D'accord? Donc c'est extraordinaire. Il y a des moments qui sont grandioses. Hein. Il est parti, lui. J'ai l'impression que c'est la connexion. Non, c'est qu'il doit s'éteindre automatiquement, votre truc, non? C'est pas ça? Je sais pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici? Moi, j'aime beaucoup la séquence moléculaire. J'aime beaucoup faire des séquences moléculaires. On a été, je crois qu'on a séquencé le 2e génome bactérien en France. Pour une raison simple, hein, c'est que à l'époque, l'Institut Pasteur était férocement hostile à toute la séquence. C'est comme ça. Et donc, y compris, moi, j'avais réussi à faire un appel d'offres pour la microbiologie dans ce pays. Et la première chose qui a été faite, c'est on ne fera pas de génome. Donc, c'est incroyable. On se met à la fin des années 90, l'explosion de toute la génomique. Et l'Institut Pasteur était hostile. Or, comme c'est les référents permanents du ministère, on ne faisait pas de séquence. Très bien. Donc nous, on a fait une séquence. Donc c'était la première. Ça nous a beaucoup appris. Et puis on a fait de plus en plus. On a été les premiers à avoir des équipements de séquences moléculaires dans un laboratoire de microbiologie au monde. Et puis on a été les premiers à avoir les grandes machines de séquençage massif en Europe. Toutes spécialités confondues. Et donc, depuis, on aime les séquences, parce que les séquences, c'est extrêmement informatif. Après, il ne suffit pas de faire des séquences, il faut les regarder, et puis il faut les analyser. Justement, avec Jacques Fantini, on avait fait ça. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est sur les bactéries, puis j'ai dit à Jacques Fantini et ma collaboratrice, qui a été avec moi pendant, on ne peut pas combien, 35 ans, Catherine Tamalé, on va faire les séquences de HIV pour voir ce qui se passe avant que ça se passe. En particulier, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les quasi-espèces, c'est-à-dire, plutôt que de sous-traiter, c'est ce que faisait l'ANRS. Hein. Nous, il a fallu que ça passe par-dessus. Tous les scientifiques de l'ANRS disaient qu'il ne fallait pas nous acheter de deuxième séquenceur pour faire HIV. C'est hier. Hein. Et il y avait déjà la même équipe que vous avez maintenant. Delphrécy, lui-même.
Ça sert à rien. Je ne savais pas ce que c'était. Ça sert à rien. Et donc, très bien, mais il y avait Lévy, un autre Lévy à ce moment-là, qui était un peu plus réservé, à dire, attendez, payez son truc à Raoult, qui se demandait si je n'avais pas trop l'empoisonné, si je n'avais pas, ce qui était possible. Et donc, dès qu'on faisait ça, dès qu'on regardait, en réalité, ce qu'on voyait, c'est que si vous le faisiez sous-traiter, ce qu'on vous donne, c'est ce que moi j'appelle le génome démocratique. C'est-à-dire le génome majoritaire. Ce n'est pas la réalité. C'est comme la démocratie, c'est bien, mais si vous avez 22% des voix, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% des gens qui sont d'accord avec vous. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Si vous regardez les génomes, vous regardez que dans un certain nombre de cas, en réalité, vous avez 10%, 15% de bases à un endroit précis qui sont différentes. D'accord ? Et donc, il faut les voir pour le savoir. C'est ce qu'on appelle les quasi-espèces, c'est-à-dire qu'en même temps que l'espèce élue, d'accord, l'espèce démocratique, vous avez des choses qui arrivent, et bien entendu, ce qui s'est passé avec les antiviraux, quand vous avez une pression de sélection, celles qui sont résistantes, mais qui ne rendaient pas le virus résistant, mais qui étaient déjà présentes, eh bien celles-là, c'est celles qui vont prendre le dessus, et on peut prédire qu'elles vont bientôt s'imposer. Vous voyez ? Et donc, nous, ça nous intéressait beaucoup, les quasi-espèces, les variants, et puis les virus ARN, ça mute beaucoup, hein, toutes les 10 puissance 4, il y a une mutation toutes les 10 puissance 4, or comme ça se multiplie à une vitesse folle, bien sûr, vous avez des mutants. Donc on commence, nous, à avoir des mutants, on commence à dire ça en juillet, on commence à dire, attendez, c'est pas la même épidémie ce qui se passe. Vous vous souvenez pas de ça ? J'ai dit, attendez, c'est pas la même épidémie ce qui se passe, c'est autre chose. Et nous, on arrive ici, le variant qu'on avait, c'est un variant qui venait d'Afrique. On savait qu'il venait d'Afrique, il était venu par bateau, avec les bateaux qui venaient de se rouvrir sur le Maghreb. Donc, on le savait, épidémiologiquement, cliniquement, c'était pas la même maladie. On a eu 0 mort avec ce variant. Le premier qui est venu l'été, moi, quand j'ai vu ça, je suis revenu, on a fait séquence, on a regardé, on a dit, c'est pas le même. C'est un mutant. Puis on a, nous, été les premiers à parler de variants dans cette maladie, au monde. Il a fallu 1 an pour que Nature se rende compte qu'il y avait des variants. C'est intéressant. Donc vous pouvez faire des milliers de séquences. Vous savez, si vous ne les regardez pas, vous ne les regardez pas. Moi, j'ai quand même eu la surprise d'avoir le virologue référent dans ce pays dire qu'il n'y a pas de mutant dans ce virus. C'est quand même un virus ARN. Alors, des virus ARN sans mutant, c'est quand même un peu gros. Hein. Donc, et puis le ministre me dit que je lui ai parlé. Enfin, vous avez vu, ça a été filmé. Je lui ai parlé. J'ai dit, mais il faut faire gaffe, il y a des mutants dans ce truc-là. Et il m'a dit, il n'y a pas de mutants en direct. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quand même un truc dans l'esprit des gens de penser qu'ils savent mieux que vous qui faites les séquences, ce que c'est qu'une séquence, alors qu'ils n'ont jamais vu une séquence de leur vie, il y a quand même un truc, c'est qui a le droit de dire. Hein. C'est intéressant, c'est pas le sachant qui a le droit de dire. Hein. C'est le pouvoir de dire, c'est extraordinaire. Hein. Et puis, au bout d'un moment, ce qui a fait la différence en termes d'équipement, moi j'étais très content qu'on avait un très gros équipement qui nous permettait de faire les séquences, mais pas à un débit aussi extravagant que ce qu'on fait actuellement. Ce qui a permis de faire ça, et ça amène beaucoup à réfléchir sur les systèmes, la manière dont les décisions sont prises, c'est que très souvent, la France, pour prendre une décision, elle fait comme quand vous étiez gosse, elle pompe sur son voisin. Elle regarde, qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, ceux qui font de la séquence depuis le début, parce que celui qui a inventé les premières séquences automatiques, c'est Sanger, qui a eu 2 prix Nobel, pas 36 000, hein, qui ont eu 2 prix Nobel. Et donc, Sanger a créé avec Wellcome le Sanger Institute, qui fait toutes les séquences, et qui a fait un nombre de séquences absolument considérable. Donc, les Anglais séquencent beaucoup, énormément. Et ils nous ont appris énormément de choses en séquençant beaucoup. Et donc, le président s'est rendu compte qu'on avait 20 fois moins de séquences en France qu'en Angleterre. C'est quand même une honte à notre prestige. Et que dans les séquences, il y en avait 40% qui avaient été faites par nous. Donc c'est comme ça qu'elle dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a eu tout un plan. Après, le problème maintenant, c'est qu'une fois qu'on a la séquence, il faut savoir qu'en faire. Et donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais du coup, effectivement, on a vu que vous voyez tout ce que les gens appellent des vagues, ou ce qu'ils ont appelé des vagues, ou vous appelez des vagues ou n'importe comment, parce qu'il ne faut jamais se battre pour un nom. Hein. C'est en réalité des virus différents, les uns après les autres. Et c'est extrêmement complexe de savoir pourquoi. Nous, on comprend pourquoi ça s'arrête. Ça s'arrête parce que les virus accumulent un certain nombre de mutations, et qu'en fonction de l'ancienneté, enfin ça c'est ma théorie, en fonction de l'ancienneté de son implantation chez l'homme, le nombre de séquences tolérables est plus ou moins important.
Et pour le virus du SARS-2, nous, ce qu'on a constaté de visu, c'est qu'au bout de 7 mutations, le virus est très dispersé et s'arrête. Sauf s'il y a une mutation favorable qui fait repartir un nouveau clone. Par exemple, c'est ce qui a été le cas avec celui qu'on a appelé le Marseille 4, qui a été celui de très loin le plus fréquent en France, mais que les autres n'ont pas donné de nom à ce variant-là, ce qui est extraordinaire, hein, c'est celui qui a le plus tué en France. Hein. Mais comme il n'y a que nous qui en parlions pendant si longtemps, on ne l'a pas nommé. Ce qui le gêne pas, ça ne nous gêne pas non plus, je vous rassure. Hein. Mais du coup, au milieu, alors que c'était en train de tomber, en décembre, on voit réapparaître, et au lieu d'avoir ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire un truc en dos de chameau ou en colline, on a un double pic, et après, quand on regarde dedans, c'est qu'il est paru un clone dedans. Et ce clone est hyper virulent, hyper toxique aussi, c'est celui qui tuera le plus, qu'on a appelé le 4B. Donc, on sait à peu près comment ça marche. Ce qu'on voit sur la grippe, c'est que la grippe tolère plutôt 3 à 4 mutations. Donc ça donne des épidémies courtes parce que les mutations dans ce groupe de virus, il y a une mutation tous les 15 jours. D'accord ? Donc quand je vous dis il y en a 7, ça veut dire qu'en moyenne, les épidémies avec un variant vont durer 3 mois et demi. Voilà. 3 mois et demi à 4 mois. Puis après, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien. Il y a un variant chasse l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui diminue, il y en a un autre qui commence. Et pourtant, cet autre qui commence, si vous regardiez, il était là 6 mois avant. Et il ne donnait pas d'épidémie. Et je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième chose qu'on voit, en tout cas souvent, c'est l'histoire de la myxomatose, c'est qu'au fur et à mesure que les variants apparaissent, ils sont de moins en moins virulents, mais plus épidémiques, parce qu'ils sont plus adaptés à leur écosystème. Ça, ils ont intérêt à se transmettre et à ne pas tuer trop. Enfin, c'est l'intérêt je n'aurais pas demandé leur avis, hein, c'est le mien. Je ne sais pas vraiment ce qu'est le... Et donc, on a maintenant fait un peu plus que ça, à peu près 50 000 génomes. Et donc, bien sûr, quand il s'est agi d'ouvrir un centre vaccinal, on était le premier centre vaccinal à ouvrir, donc on n'avait rien du tout contre les vaccins. Après, c'est bien, j'ai tout de suite été un peu réservé parce qu'on commençait déjà à avoir des secondes infections. Mais donc sur l'efficacité d'un vaccin potentiel, des vaccins qui soient plus efficaces que l'infection naturelle, c'est rare où ça n'arrive pas. Donc ça marchait très bien, les vaccins, au départ, quand il y avait une infection. D'accord ? Donc, il y avait une infection, et après ça, vous étiez immunisé à vie, c'est la rougeole, c'est les oreillons, tout ça, ça marche très très bien. Après, vous voyez bien, si c'était si simple, on aurait un vaccin contre la grippe. Et les vaccins ARN respiratoires, c'est mal immunisant, les virus sont très très variables, ils se recombinent, c'est ce qu'on voit, celui-là, il se recombine avec un peu tout, hein, il se recombine. Là, maintenant, c'est la mode, c'est le recombinant. On est très content, on a les nôtres de recombinants. Ils se recombinent entre eux, peut-être avec d'autres virus ARN aussi. Et donc, de faire un vaccin contre un truc qui est peu immunisant et qui bouge tout le temps, c'est compliqué. Surtout si, en plus, vous décidez d'avoir une cible étroite dans le virus en question, la chance qu'il y ait des mutants qui échappent est plus grande. Mais peu importe, c'est l'observation qui doit primer, c'est pas la croyance. Enfin, dans notre métier. Après, il y en a d'autres, hein, mais et puis chacun individuellement a bien le droit de croire en ce qu'il veut. Cela étant, quand vous ne connaissez pas une maladie, vous ne pouvez pas définir ce qui va se passer, et quand vous ne connaissez pas un vaccin, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va faire. Il faut observer. Donc l'observation, et si les faits contredisent la théorie, c'est la théorie qui est fausse, c'est pas les faits. Hein. Il faut venir sur Terre. Hein. Donc il faut avoir des observatoires pour regarder sans accepter les conditions que l'on vous oblige à mettre pour pouvoir observer, parce que c'est tricher, donc il ne faut pas le faire, il faut être neutre. Et une fois qu'on voit les choses qui sont neutres, ben, écoutez, c'est ça le génie de la recherche. C'est pour ça que c'est si excitant, c'est qu'on trouve plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Très bien, je te laisse reprendre le cours de tes... Merci beaucoup, Didier.